les organisateurs de nous avoir quand même invités pour la présentation, présenter quelque chose. Et aussi Karim, même si c'est le dernier jour, mais quand même, t'as résisté jusqu'au dernier jour. Alors, les organisateurs aussi qui nous ont pas facilité la chose en nous demandant d'intervenir quand même sur le bien-être. Il faut avoir beaucoup de courage pour présenter sur le bien-être. Parce que, bon, en étant sociologue qui aime le local, parler du bien-être au Maroc, c'est quelque chose de très très difficile. Mais bon, ça nous a ramené quand même, avec le professeur Mehdi, à revoir un peu ce qu'on voit localement sur une échelle qui est nationale. Donc on a fait un peu l'exercice, on était bons étudiants, et on est revenu, et en fait il y a une seule enquête qui est faite sur le bien-être au Maroc, et qui est faite par le HCP, qui est l'organisme public de statistiques, de production des statistiques, des recensements, et qui produit aussi beaucoup d'études en parallèle, qu'on peut critiquer, qu'on peut revoir, qu'on peut analyser, tout ça, mais ça existe. Donc, et ça, c'est très, très intéressant. Donc, par chance, c'est qu'ils ont fait cette étude en 2012. Alors, je voudrais juste mettre un peu de contexte par rapport à cette étude sur le bien-être, qui est conduite à l'échelle nationale. J'y reviendrai après sur la méthodologie. Mais en tout cas, c'est une étude qui reflète exactement ce que disait François le premier jour, en parlant du bien-être, comment le caractériser, comment le quantifier, comment le mesurer. Et c'est un exercice pas évident. Et je pense qu'en revenant sur les résultats de leur enquête, moi je me sens très à l'aise parce que je suis dans la position, j'ai pas fait cette étude et je vais la critiquer. Donc c'est très bien. Et je pense que c'est assez intéressant. Mais parlons quand même de ce bien-être et comment le HCP il l'a considéré. Bien sûr, souvent dans ces types d'études, on revient à cette circulation internationale des normes, des modèles, participation, bien-être, pauvreté, vulnérabilité, comment on les mesure. Et bien sûr, le bon élève marocain n'est pas sorti de ça. Et ils ont adopté ils ont fait une première étude de benchmark, mais ils ont adopté quand même cette définition assez plate de l'OCDE qui dit que le bien-être passe par la satisfaction de divers besoins. Je reviendrai sur ces divers besoins parce que c'est pas très simple, dont certains sont essentiels. On est bien sûr satisfaction des besoins, mais il y a besoin et besoin. Donc, et l'essentiel, c'est bien sûr la santé, le logement, etc. Ainsi que par la possibilité de poursuivre ses propres objectifs. Là, on est vraiment sur les aspirations, donc sur ce que les gens perçoivent, cette perception vraiment du bien-être des gens eux-mêmes. Et c'est intéressant en fouillant un peu dans leur présentation à rapport, on retrouve bizarrement cette citation qui se réfère à Émile Durkheim. Donc moi, en tant que sociologue, je vois Émile Durkheim dans un rapport statistique, ça m'interpelle. Parce que, regardez, on parle adapter les approches du bien-être, on parle bien des modèles, et de sociétés largement homogènes à une formation sociale en transition. C'est quand même, ça veut beaucoup dire et ça veut rien dire à la fois. Mais ce qui m'a interpellé le plus avec Si Mehdi, c'est qu'il y a ce clin d'œil sur la société composite. Parce que Paul Pascan, une des grandes productions de Paul Pascan, c'était cette société rurale composite. Et en bref, il disait, la société rurale dans les années 70, la société rurale marocaine, elle n'est ni féodale, ni libérale, ni conservatrice. Conservatrice pas dans le sens religieux. Elle est tout ça. C'est un cocktail Molotov, mais elle est tout ça. C'est intéressant de voir sociologiquement parce qu'on peut se retrouver avec une personne, un Marocain rural, avec plusieurs rationalités qui peut être très très conservateur, mais il peut être très très libéral à la fois. Et bon, il est mort avant d'aller jusqu'au bout de ça, parce que, disons ça, d'un sociologue engagé, moi je pense qu'il y avait des choses à dire plus, c'est qu'en disant que la société rurale marocaine et tout ça, ça veut dire qu'elle manque de projets de société. Parce que moi, je pense que c'est une hypothèse. En tout cas, ça c'est intéressant de connaître que le HCP a fait cette étude dans une société de transition démographique, bien sûr, et de modèle de vie, parce que c'est aussi centré sur le bien-être. Alors, la démarche qu'ils ont adoptée, c'est une démarche largement expliquée par François, j'y reviendrai pas, mais en tout cas, on va se rappeler que c'est à deux niveaux. Donc, le premier niveau, c'est de recueillir auprès de la population qu'est-ce que le bien-être? Et après, recueillir
comment la population, elle sent le bien-être. Voilà, je dis que c'est le logement, le bien-être, mais est-ce que je suis satisfait de ce logement ou pas? Donc c'est à cette double dimension objective et subjective. Alors, en méthodologie, là, ils ont fait un échantillon de 3200 personnes. Donc personnes, on parle bien de personnes, mais les personnes, une personne par ménage. Hein. Donc on est vraiment sur des échelles statistiques à des, si vous voulez, à 4 degrés, région et genre. Mais en tout cas, c'est 3200 personnes qui représentent 3200 ménages, et dont 2080 urbains. Et toutes les âgées de 15 ans et plus. Donc, et ça, c'est assez intéressant, cette distinction du rural et de l'urbain. Moi-même, en tant que ruraliste, ce qui m'intéresse, c'est le rural. Mais tout de même, on va voir un peu à la fois les comparaisons, parce que c'est là où on peut critiquer. Alors, les dimensions de l'enquête qu'ils ont pris, donc c'est une enquête très très classique, avec une grosse partie sur le ménage, caractéristiques du ménage, démographique, sociologique, économique du ménage, et une deuxième enquête, une deuxième partie qui est sur le bien-être. Et bien sûr, pilotée en amont, avec une enquête, si vous voulez, qualitative, pour un peu amorcer le terrain. Donc ça, c'est un peu le montage classique, hein, classique de l'HCP. Maintenant, sur les conditions qu'ils ont tirées. Donc il y a là un peu par ordre de décroissance, et le logement sort comme principale dimension de bien-être pour les Marocains, où 60% disent que voilà, je suis bien, satisfaction des besoins, quand j'ai un logement. Donc ça, c'est intéressant. Deuxième, on tombe sur le revenu, qui est pour moi associé à l'emploi, mais bon, ils l'ont dissocié. Revenu et emploi, c'est fort présent. Après, on se retrouve avec la santé et l'éducation. Mais il y a les 28%, elles sont très très intéressantes, parce qu'ils mettent beaucoup de choses dans cette vie familiale, environnement social, parce qu'il y a le culturel, il y a le spirituel dedans, il y a tout dedans. Et en fait, c'est le tout qui est très compliqué, parce que c'est là la subjectivité. Où est-ce que je suis satisfait spirituellement, religieusement? C'est ça le compliqué. Et c'est ça pour nous qui est intéressant pour les chercheurs, parce qu'à la limite, bon, d'une façon très très banale, pour les étudiants, on leur dit, bon voilà, ça c'est quelle couleur? Ils vous disent blanc. Ça c'est quelle couleur? C'est noir. Mais quand on croise, c'est le gris qui est difficile à identifier, à analyser, parce que c'est un gris clair, un gris foncé, comment il est, et c'est ça la société qu'il faut analyser. Alors, j'ajouterai, je vais aller sur un deuxième niveau. Alors, le logement, il est considéré à travers avoir un logement personnel, des équipements domestiques, eau, électricité, et proximité des services. Alors là, je disais tout à l'heure, c'est assez intéressant, parce que le HCP, comme dans la méthode de recensement, il distingue les résultats en paquets. Paquet urbain et paquet rural. Mais la difficulté, c'est que dans le paquet, il y a beaucoup de problématiques de qualification de c'est quoi le rural. Tout à l'heure, les collègues égyptiennes, ils ont très très bien dit, c'est quoi fallah? C'est quoi fallah, mais c'est quoi agriculteur et c'est quoi paysan? Ces trois dimensions qui sont fort intéressantes. Paul Pascan, il a écrit sur les agriculteurs sans terre. Mahdi, il a sorti un livre sur les agriculteurs citadins. Donc tous les bonhommes qui sont dans la ville et qui investissent, qui achètent des terres dans toutes les professions libérales, avocats, médecins, tout libéral, bon, parce que le secteur agricole au Maroc, il est non imposable aussi. Hein. Donc ça fait quand même un petit clin d'œil à l'échappement des... j'étais gentil en disant que les médecins et les avocats, hein, mais je peux parler de l'argent noir et beaucoup de choses. Mais en tout cas, il y a cette dimension vraiment de complexité de définir c'est quoi un rural et c'est quoi un rural, hein, l'espace et les personnes qui y vivent. Et je pense que ça, c'est une dimension très très intéressante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au niveau, vous remarquez la troisième colonne, eau, électricité, il y a quand même les ruraux. Pour eux, les besoins de base, comme l'eau et l'électricité, c'est plus que 53% des gens qui veulent ça en premier, alors que les urbains, ils sont 36%. Bon, on trouvera des explications faciles, mais justement, je pense que c'est ça cette difficulté, ce que disait aussi Karen tout à l'heure, sur les conditions du rural.
au Maroc, hein, qui est très très diversifié, hein, parce que Karen, elle a présenté un peu les oasis, mais c'est très très diversifié au Maroc, des oasis, des montagnes, de la plaine irriguée, la plaine en groundwater, la plaine qui est sur au nord. Bon, ça dépend. Donc on est quand même sur des espaces écologiques très très diversifiés. Alors, le deuxième point, alors le revenu. Alors, c'est intéressant de voir en résumé que quand même près de 9 Marocains sur 10, ils mettent en avant le revenu comme principale source de satisfaction ou de bien-être. Bon, on peut dire que les Marocains aiment bien l'argent, mais qui n'aiment pas l'argent pour vivre. Donc ça sort. Bon, je peux critiquer les statistiques, mais bon, ça sort. Après, je vais revenir après sur la question de revenu, parce que c'est une deuxième complication. Alors, l'emploi. L'emploi, c'est aussi on relève aussi les bonnes conditions de l'emploi, et ça c'est intéressant de voir que c'est les mêmes proportions un peu dans le rural et dans l'urbain. Ça ne veut pas dire que l'emploi dans le rural, il est meilleur, dans de meilleures conditions ou pas, mais c'est juste que les gens, ils intériorisent leurs conditions, la corvée et tout ça, mais c'est intériorisé et les gens, ils sont sur ça. C'est pour ça qu'on a c'est pour ça qu'on a des chiffres qui sont à peu près similaires. Alors, la question de la santé qui revient aussi. Et vous remarquez qu'aussi la proximité des établissements sanitaires et de santé dans le rural, elle est largement demandée chez les ruraux, parce que naturellement les structures de santé, elles sont physiquement très très loin de la population. Mais là, c'est très très intéressant de voir, c'est pour ça que je vais commencer à critiquer, c'est que quand on parle de la santé, on ne parle pas beaucoup de la privatisation de la santé. Et on est en train de mettre des paquets urbains, des paquets ruraux, c'est comme si c'était pareil, alors que dans l'urbain, on est dans un secteur de la santé qui se privatise à une échelle très très grande. Et d'ailleurs, c'est le même cas pour l'éducation. Et dans l'enquête, ils n'ont pas introduit, par exemple, la privatisation de l'éducation. Voilà, de quel type d'éducation on parle? Et je peux vous dire qu'au Maroc, actuellement, c'est un vrai problème. Non pas pour les riches, mais pour toute la population. Parce que tout le monde veut mettre ses enfants dans le privé. Peu importe la catégorie sociale, la catégorie économique de la famille. Donc, y compris la famille qui est, allez, on va dire vulnérable, pauvre, elle veut mettre son enfant dans le privé parce que c'est jugé avec une meilleure qualité. C'est quelque chose, pour la dernière génération qui est sortie du public que nous sommes, ça c'est quand même un changement qui est très 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 fort au Maroc. Nous, je me rappelle, quand on a eu le bac, c'était très très mal vu, c'était Hchouma, quelqu'un qui a eu son bac dans le privé. Alors que là, avoir son bac dans le privé, c'est quelque chose de très très normal, d'ailleurs c'est quelque chose de qualité aujourd'hui. Voilà, donc, et ça, c'est pas pris en considération dans cette enquête. Alors, je reviens au gros paquet là de spirituel, social, religieux. Ils ont tout mis ensemble. Alors là, c'est assez intéressant parce que on a aussi les mêmes proportions, alors que dans le rural, les normes sociales, les normes culturelles, elles sont très très importantes. Et je fais le lien avec l'éducation, et où on peut voir, par exemple, la scolarisation des filles, elle est en baisse au Maroc, non pas parce qu'il y a le cadre culturel qui dit que voilà, la fille, elle doit se marier à jeune âge et tout ça, mais aussi parce que voilà, en arrivant au collège, il se trouve qu'il y a très très peu de villages marocains où il y a un collège. Et du coup, il faut que la fille se déplace. Ce qui est un argument de plus pour des parents conservateurs pour dire à la fille, bon, écoute, qu'est-ce que tu en as à faire avec ça? Et d'ailleurs, sur le terrain dans lequel on travaille, ça me revient les exemples. Une jeune Hind qui est championne locale de taekwondo, qui a eu son bac, mais qui s'est mariée à 19 ans. Donc, pour un citadin de résidence, une jeune fille qui est un championne local de taekwondo, qui a reçu son bac, franchement, qu'est-ce qu'elle va se marier à 19 ans, alors que toute la société en a besoin d'elle? Pour moi, bon, avec ma tête un peu tordue, mais bon, ça c'est des exemples qui sont interpellants. Mais elle a quitté l'école, bon, parce qu'il faut qu'elle se marie et parce que la faculté, elle est très très loin. Et ça engage des charges et tout ça. Donc il y a ces dimensions qui ne sont pas prises en compte dans des enquêtes qui sont nationales, bien sûr qui sont intéressantes, mais qui ne reflètent pas les diversités locales. Alors maintenant, on passera sur les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, hein, réellement. Maintenant, ils disent le logement en premier, mais réellement, qu'est-ce qu'ils pensent à l'intérieur? Alors, le logement,
ils sont quand même, allez, 50% des Marocains sont très très peu satisfaits. Donc quand même, cette enquête, elle ne se voile pas la face. Hein. Donc c'est quand même une certaine réalité. Au urbain comme au rural. Alors en rural, c'est très nuancé. Mais dans l'urbain, on a quand même une grande politique d'habitat social qui permet de caser les gens dans les alentours de la ville parce que le foncier est moins cher et ça permet de recaser en fait les bidonvilles à l'extérieur. Donc ça permet quand même à des gens d'avoir un logement. Maintenant, les conditions de logement, elles sont très, 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 très différentes. Alors, la satisfaction à l'égard du logement, elle est plus élevée chez les jeunes. Les jeunes, ils sont plus satisfaits de leur logement, peut-être parce qu'ils vivent dans des internats. Alors, bon, je ne sais pas. Mais en tout cas, quand on a fait des enquêtes sur les jeunes en parallèle, mais qui ne sont pas officielles, hein, qui sont de chercheurs, ben, les jeunes, ils ne sont pas du tout satisfaits. Et on comprend parce que être jeune, c'est être dans une phase qui est très très critique, une phase justement de transition qui est instable. Donc les jeunes, ils sont pas satisfaits. Alors cette satisfaction, elle augmente avec le niveau d'instruction. Alors plus on est instruit et plus on gagne bien sa vie et plus on est satisfait dans le logement. Ce qui paraît quand même assez intéressant, assez naturel, mais bon, c'est aussi assez compliqué à caractériser. Alors, sur le revenu du travail, il y a les ruraux quand même, ils sont 74% qui ne sont pas satisfaits de leur revenu du travail. Alors là, on tombe vraiment sur les politiques nationales, hein, sur les politiques nationales de l'emploi, le SMIC agricole par rapport au SMIC national, et on tombe sur le SMAG, ouais, le SMIC agricole, donc le revenu minimum agricole. Et sur sa comparaison, et surtout en faisant des enquêtes parallèles, parce que pour comprendre ça, il faut vraiment avoir d'autres choses en parallèle, parce que sinon on tombe dans juste la consommation des chiffres. Et quand on a fait des enquêtes en parallèle, ben, le secteur agricole au Maroc, c'est un secteur informel. Les gens, ils sont payés au SMIC, mais ça, c'est de la théorie. Les femmes, elles sont payées moins que les hommes. Les ouvrières, elles sont payées moins que les ouvriers hommes à hauteur de 30% à peu près. Donc ça, c'est des données que nous, on a peaufinées un peu localement, mais que, bien sûr, au niveau national, on ne va pas le sortir comme ça. Bien sûr qu'ils ont d'autres études sur l'emploi et tout ça, mais ça, c'est des réalités locales qui nous paraissent assez importantes de voir quand même que les 3/4 des ruraux, ils ne sont pas satisfaits de leurs revenus. Alors, l'emploi qui est fortement associé à ça, c'est qu'on va remarquer que, par exemple, près d'un actif occupé sur 2 n'est pas satisfait de son emploi. N'est pas satisfait de son emploi, il faut aussi reconstituer ça avec les enquêtes parallèles et l'enquête chez les jeunes qu'on a fait cette année auprès de 2000 jeunes marocains. Ben, les jeunes marocains, ils ne disent pas qu'ils ne sont pas satisfaits de l'emploi à cause de la non-existence de l'emploi, mais ils disent parce qu'il y a aussi du coup de piston, parce qu'il y a la gouvernance qui n'est pas clean, il y a la corruption, il y a beaucoup de choses. Et c'est pour ça qu'il y a cette dimension de l'emploi qui sort, et qui sort fortement chez les jeunes. Et bizarrement, une de leurs principaux résultats, c'est que c'est une satisfaction nette chez les jeunes, mais aussi sur les personnes un peu âgées. Mais au milieu, non, il n'y a pas de satisfaction. Donc, et là, bon, on peut en débattre par la suite par rapport à ça, par rapport à ces catégories socio-professionnelles qu'on peut qualifier de stables, installées ou en mouvement, comme les jeunes qui sont en transition. Alors, sans trop m'attarder, j'ai encore juste 2 points. Alors, par rapport à la santé. Alors, regardez, c'est quand même 3/4 de la population qui n'est pas satisfaite de la santé au niveau rural, et on comprend très très bien pourquoi. Alors, dans l'urbain, pareil, mais hélas ce qui nous intéresse, c'est comment cette enquête sur le bien-être, elle interpelle d'autres dimensions sur l'organisation sectorielle. Secteur de l'éducation, secteur de la santé, secteur du loisir, et j'y reviendrai d'ailleurs tout de suite sur l'éducation, où quand même 55% de l'échantillon, hein, pour ne pas dire les Marocains, pour ne pas tomber dans les généralités, 55% des Marocains ne sont pas satisfaits du système éducatif.
Et alors que je suis sûr que si on avait introduit la variable type d'éducation, là, on va être dans des chiffres monstrueux. Et là, c'est des choses qui interpellent et qui interpellent fortement dans cet espace rural que voilà, il change, mais qui reste un peu quand même en retard largement par rapport aux espaces urbains. Alors, sur la vie familiale et environnement sociétal, la boîte où ils ont tout mis, en fait, toutes les variables qu'ils n'ont pas su caser, ils l'ont mis dans cette variable pour s'en débarrasser. En tout cas, là, c'est aussi des chiffres qui montent et que plus de la moitié des Marocains sont peu ou pas satisfaits de la vie familiale. Hein. Bon, quand on connaît le Maroc et tu vois un chiffre comme ça, on se dit, bon, c'est quoi cette société, on n'est pas... Alors que la vie familiale est très très forte au Maroc. Le groupe familial est un groupe qui décide. Bien sûr, à différentes échelles, ça dépend si on se retrouve sur les terres collectives, ou si on se retrouve dans les terres de Melk, ou si on se retrouve dans une entreprise familiale. Bon, c'est des échelles qui sont... D'ailleurs, la plus grande entreprise agricole au Maroc, c'est une entreprise familiale. C'est l'entreprise qui appartient au roi. Hein. Donc... là, on se dit, bon, il y a quand même quelque chose. Donc, ce qui renvoie vraiment sur la complexification d'analyse de ces variables, du bien-être, qui paraissent très très simples, mais qui renvoient sur des secteurs. Alors, la vie culturelle et loisirs, j'en viens d'en parler d'ailleurs. Alors, la même chose, hein, près de 7 Marocains sur 10 sont peu ou pas satisfaits de la vie culturelle. Hein. La vie culturelle, c'est la vie culturelle un peu publique, étatique. Parce que voilà, il y a les maisons de jeunes, par exemple, qui sont partout dans les grandes villes et les petits centres urbains, mais il n'y a pas de maisons de jeunes dans le rural, hein, dans le village. Ceux qui ont fait du terrain au Maroc, il n'y a pas de maison de jeunes, par exemple. Donc, elle est où cette vie culturelle? À part des initiatives de société civile où on touche vraiment ça. Donc, le public, il n'existe pratiquement pas sur cette vie culturelle ou de loisirs. Alors, je finis sur ce bien-être subjectif global hein, qu'avait dit François, sur la somme un peu de toutes ces variables, où on a quand même globalement près de 30% des Marocains, ils sont très peu, ils sont satisfaits à très satisfaits. Donc on reste sur la majorité qui n'est pas satisfaite, hein, donc qui n'est pas satisfaite. Alors, je me permets juste de finir sur un peu remettre le topo de cette étude. C'est que le Maroc a lancé depuis 2005 une grosse politique publique de lutte contre la pauvreté et on l'a appelé un peu l'initiative nationale de développement humain qui reprend un peu l'indicateur des Nations Unies sur l'indice de développement humain. Et depuis 10 ans, un peu, le système monarchique actuel, il a porté un peu cette politique. D'ailleurs, on parle politique de pauvres. D'ailleurs, le roi des pauvres, le roi social, bon, lui, il n'est pas pauvre, mais bon, il est très très riche. Il est même trop riche. Hein. Il est même trop riche, mais oui, mais comme Berlusconi, mais pas trop mafieux quand même. Hein. Oh, ça dépend. Donc il y a cet aspect quand même je dis ça exprès parce qu'il y a le poids politique. Il y a le poids politique. C'est incomparable Berlusconi avec Mohamed VI. Hein. Mohamed VI, il est assis sur 1400 ans de règne. Donc, ouais. Berlusconi, chaque jour, il se mettait d'ouvrier, le jour après, il était policier, après, il était avocat. Ouais, dans le multiple casquettes. Ouais. C'est l'homme du peuple. Ouais. Donc je voulais juste finir par rapport à ça, de dire quand même qu'il y a, quand on dit dans le contexte socio-politique marocain, quand on dit une politique quand même amorcée par le roi, il y a le poids derrière, il y a le poids politique, il y a le poids un peu de mobilisation des fonds nationaux et internationaux autour, et c'est une politique qui est globalement consommatrice en argent. Je ne sais pas, les résultats, on peut en discuter, ce n'est pas l'objet de l'intervention, mais je veux dire que le contexte sociopolitique et économique du pays, il dicte des études comme ça. Parce que cette étude, par exemple, si moi je ne me suis pas intéressé au bien-être grâce aux organisateurs, je n'allais jamais connaître que ça existe, par exemple. À part si je vais la croiser Mais la fameuse circulation internationale des normes et des modèles, quand elle est appropriée par les politiciens, ça permet de produire des choses comme ça, qui peuvent être intéressants, qui nous donnent des indicateurs intéressants, mais qu'il faut aussi peaufiner pour comprendre. Voilà, merci.
à cette circulation internationale des normes, des modèles, participation, bien-être, pauvreté, vulnérabilité, comment on les mesure. Et bien sûr, le bon élève marocain n'est pas sorti de ça. Et ils ont adopté ils ont fait une première étude de benchmark, mais ils ont adopté quand même cette définition assez plate de l'OCDE qui dit que le bien-être passe par la satisfaction de divers besoins. Je reviendrai sur ces divers besoins parce que c'est pas très simple, dont certains sont essentiels. Hein. On est bien sûr satisfaction des besoins, mais il y a besoin et besoin. Donc, et l'essentiel, c'est bien sûr la santé, le logement, etc. Ainsi que par la possibilité de poursuivre ses propres objectifs. Là, on est vraiment sur les aspirations, donc sur ce que les gens perçoivent, cette perception vraiment du bien-être des gens eux-mêmes. Et c'est intéressant en fouillant un peu dans leur présentation à rapport, on retrouve bizarrement cette citation qui se réfère à Émile Durkheim. Donc moi, en tant que sociologue, je vois Émile Durkheim dans un rapport statistique, ça m'interpelle. Parce que, regardez, on parle d'adapter les approches du bien-être, on parle bien des modèles, hein, et de sociétés largement homogènes à une formation sociale, à cette étude sur le bien-être qui est conduite à l'échelle nationale. J'y reviendrai après sur la méthodologie. Mais en tout cas, c'est une étude qui reflète exactement ce que disait François le premier jour, hein, en parlant du bien-être, comment le caractériser, comment le quantifier, comment le mesurer. Et c'est un exercice pas évident. Et je pense qu'en revenant sur les résultats de leur enquête, moi je me sens très à l'aise parce que je suis dans la position, j'ai pas fait cette étude et je vais la critiquer. Donc c'est très bien. Et je pense que c'est assez intéressant. Mais parlons quand même de ce bien-être et comment le HCP il l'a considéré. Bien sûr, souvent dans ces types d'études, on revient un peu ce qu'on voit localement sur une échelle qui est nationale. Donc on a fait un peu l'exercice, on était bons étudiants et on est revenu et en fait il y a une seule enquête qui est faite sur le bien-être au Maroc et qui est faite par le HCP, qui est l'organisme public de statistiques, de production des statistiques, des recensements, et qui produit aussi beaucoup d'études en parallèle, qu'on peut critiquer, qu'on peut revoir, qu'on peut analyser, tout ça, mais ça existe. Donc, et ça, c'est très, très intéressant. Donc, et par chance, hein, c'est qu'ils ont fait cette étude en 2012. Alors, je voudrais juste mettre un peu de contexte par rapport à... les organisateurs, hein, de nous avoir quand même invités pour la présentation, présenter quelque chose, et aussi Karim, même si c'est le dernier jour, mais quand même, t'as résisté jusqu'au dernier jour. Alors, les organisateurs aussi qui nous ont pas facilité la chose en nous demandant d'intervenir quand même sur le bien-être. Il faut avoir beaucoup de courage pour présenter sur le bien-être, parce que, bon, en étant sociologue qui aime le local, parler du bien-être au Maroc, c'est quelque chose de très très difficile. Mais bon, ça nous a ramené quand même, avec professeur Mehdi, à revoir